Madame, Monsieur, bonsoir. Renseigner, éduquer, prévenir et dissuader les attributions de la nouvelle venue dans les forces de sécurité, gendarmerie et police d'un commun accord donne naissance à la police secours. Lancement de la phase pilote de la nouvelle unité dans un instant. Les ouvrages hydrauliques victimes de mauvaises pratiques culturelles, conséquence, une dégradation accélérée. Que faire pour rattraper le tir et inculquer les bonnes manières? Sensibilisation et répression se côtoient dans la plupart des communes. Visite terrain avec la caravane du ministère de l'eau. La Guinée serait-elle dans le spirale de la violence? Partisans de l'opposition et forces de l'ordre s'affrontent 3 jours après le scrutin présidentiel. Les résultats provisoires qui donnent Alpha Condé en tête au premier tour sont contestés par Selou Dalen Diallo qui revendique la victoire. Information à développer en fin d'édition. Votre 20h ce soir reçoit le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémi Fulgence Dandinou. Avec lui, il sera question de la 23e nuit des Galiens. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. 6e session pour le comité de gestion de la crise du Covid-19, réuni autour du chef du gouvernement, le point de l'évolution de la pandémie et les activités menées par les comités sectoriels sont dressés. Il faut certes se féliciter d'avoir réussi à stabiliser la crise, mais garder à l'esprit qu'elle est toujours réalité sous nos cieux. Détail avec Dramana Dadian. 2414 cas confirmés de Covid-19, 65 décès, 1869 guérisons et 480 cas toujours actifs au Burkina à la date du 19 octobre 2020. Le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 joue la carte de la vigilance. Sa mission, vaincre cette maladie. Nous avons quelques points actifs comme à Bobo, comme à Ouagadougou, c'est en train un peu de descendre. Voilà. Nous sommes sur la phase d'évolution de la maladie dans le système normal, de notre système sanitaire normal, hein, pour que toutes les formations sanitaires puissent prendre en charge la maladie. C'est cette phase-là que nous sommes en train de mettre en œuvre, que la maladie qui malheureusement semble vouloir durer avec nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Donc il faut que nos administrations sanitaires, nos postes de santé puissent gérer la maladie le plus normalement possible. Ce qui passe par une remise à niveau du système de santé. Le Comité national de gestion du Covid-19, présidé par le chef du gouvernement, table alors sur la formation des acteurs et le renforcement des plateaux techniques dans les différents centres de santé pour une prise en charge adéquate des patients du Covid-19. Autre actualité, police secours, c'est la nouvelle unité de sécurité qui prône la proximité dans son mode d'action. Composée de 250 éléments de la police nationale et de la gendarmerie, elle sera présente au quotidien dans les rues et dans les quartiers de la ville de Ouagadougou. La phase pilote lancée ce 22 octobre est immortalisée par Issa Kafando et Dramana Guéné. Ces véhicules aux couleurs de la police et de la gendarmerie, vous les verrez désormais dans les rues et quartiers de Ouagadougou. C'est la police secours qui vient de naître. Ses missions, rassurer les populations en allant vers elles, dissuader en occupant l'espace, éduquer et prévenir les crises, loin des missions classiques de la police et de la gendarmerie. C'est alors une brigade mixte de 250 hommes à Ouagadougou pour la phase pilote. Notre ambition est de faire en sorte que toutes les villes du Burkina Faso soient dotées de police secours. Très prochainement, certainement dans les jours qui viennent, il y aura le lancement de la police de Bobo, la police secours de Bobo. Et ainsi de suite. Nous allons nous adapter en nous donnant des moyens qui nous permettent d'aller partout au Burkina Faso. Ouagadougou, c'est 600 km², c'est 3 millions d'habitants et l'effectif de la police, nous n'avons que 700 éléments. 700 éléments pour couvrir 12 arrondissements, c'est quasiment impossible. C'est pourquoi nous accueillons avec beaucoup de satisfaction ce renforcement du dispositif par la police nationale et la gendarmerie nationale.
La police secours, ce n'est pas une brigade commune, juste la mission qui est commune. La ville est divisée en deux. Chaque entité sera compétente sur une zone définie. La ville a été divisée en deux secteurs. Un secteur pour la gendarmerie qui travaille seule et de l'autre côté la police. Et ça ne veut pas dire aussi que les brigades de gendarmerie qui sont de l'autre côté où opère la police, ces brigades ne vont plus travailler, au contraire. La police secours est mobile et va au quotidien se déporter dans les quartiers. Elle peut être aussi appelée en cas de besoin au 10-10, au 16 ou encore au 17. Temps de réaction, 30 minutes. Dans un autre registre, la Cour de cassation accueille le nouveau procureur général. Plus de diligence dans le traitement des dossiers, c'est l'engagement pris à l'occasion de la cérémonie d'installation. Détail avec Gérard Sommet et Nathalie Kaouri. Après 17 mois d'intérim, le magistrat de grade exceptionnel Walid Dama devient officiellement le procureur général près la Cour de cassation. Il dirigera également le parquet général de la Haute Cour de justice. Son principal défi, œuvrer avec célérité dans le traitement des dossiers judiciaires, aussi bien à la Cour de cassation qu'à la Haute Cour de justice. Concernant la Cour de cassation, vous savez, les dossiers qui viennent ici ont déjà un certain âge procédural. L'âge moyen des dossiers quand ça vient ici, c'est 5 ans. Si ça doit encore continuer à traîner, ce n'est pas bien pour les justiciables. Donc mon défi, c'est la célérité, le traitement diligent des procédures. Cette audience solennelle connaît également l'installation de 2 présidents de chambre, 4 conseillers et un avocat général à la Cour de cassation. De l'avis du président du Conseil supérieur de la magistrature, les nouveaux promus sont des magistrats pétris d'expérience qui vont insuffler un nouveau dynamisme dans le fonctionnement de la Cour de cassation. La Cour de cassation qui, faut-il le rappeler, est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire au Burkina Faso. Les prix Galian 2020, c'est ce 23 octobre. Une édition qui, une fois de plus, va permettre de magnifier l'excellence au sein des hommes et femmes des médias. Comme le dit le slogan, Monsieur le ministre, les Galians, cette année, se tiennent dans un contexte sanitaire assez particulier. Merci pour nous donner l'opportunité de ce plateau pour en parler. Il y a bien sûr la question de la Covid, qui est une question délicate et qui nous a amené d'abord à reporter les Galians. D'habitude, on le fait courant mai, parce que c'est le mois de la Journée internationale de la liberté de presse. Et cette année, on l'a mené en octobre, parce qu'également, c'est le mois national par rapport à la liberté de la presse. L'autre implication, c'est la réduction du nombre de personnes. Nous avons essayé de tenir un minimum de distanciation physique entre les personnes et nous passons donc de plus de 600 invités habituellement à 300 à peu près. Mais pour le reste, je pense que les Galians restent un contenu qui se veut à la fois célébration de l'excellence, tant au niveau donc de la présence au niveau des scènes, des artistes que nous propose et nous facilite la télévision nationale, qu'au niveau des prix avec notamment le Super Galian et les autres prix. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la crise. Comment est-ce que vous avez apprécié justement la contribution de la presse dans la lutte contre cette pandémie? Je pense que j'ai eu l'opportunité de le dire souvent, la presse a été importante. Dans un premier volet, c'était toute la sensibilisation et l'éveil par rapport à ces questions. Dans un second volet, c'était tous les manquements qui, dans le fonctionnement, les dysfonctionnements qui sont intervenus, qui ont permis au Premier ministre de mettre en place ce comité et de pouvoir donc affiner notre plan de riposte. Il y a eu une première annonce, il y a eu ensuite une seconde annonce, il y a eu le basculement de la gestion de la crise même directement au Premier ministère. Je pense que tous ces éléments-là sont dus au fait que, comme dans tous les pays du monde, il a fallu une adaptation à la crise et les limites de notre première riposte ont été mises en exergue, ou en tout cas révélées en partie par la presse. Donc il y a une partie importante qui continue à être essentielle, c'est de rappeler aux gens que la Covid existe toujours, que même si on ne peut pas toujours être dans la distanciation physique, il y a aujourd'hui des gestes que l'on peut avoir, c'est celui de ne pas se serrer la main, c'est celui de ne pas se faire des accolades, c'est celui de porter des masques quand on est dans un espace où on est en public, et c'est celui bien sûr de se laver les mains pour éviter justement la transmission de cette maladie-là. D'accord. Alors la crise a aussi bouleversé la majeure partie des activités économiques. Est-ce que cela a eu un impact sur les prix?
Non, il y a eu juste un impact, c'est qu'effectivement, d'habitude, nous avons une quinzaine de prix spéciaux. Cette année, il faut diviser ça par 3, parce qu'il est évident qu'une entreprise, qu'elle soit commerciale ou institutionnelle, lorsqu'elle doit réajuster son budget, elle regarde dans les relations publiques, elle regarde dans la communication, elle regarde dans le sponsoring. Est-ce que certains sponsors nous ont fait défaut? Non, les sponsors nous ont accompagnés habituellement. Par exemple, PNBH, qui nous accompagne avec la Villa, ils sont présents. Mais après, si vous prenez un habituel comme la Lonabé, qui nous donnait chaque année de l'argent, cette année, la Lonabé a plutôt mis cet argent-là dans l'accompagnement du gouvernement dans la Covid, dans le soutien aux populations, et toutes les institutions, les banques, etc., ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont fait ce choix-là d'être dans la réponse à une maladie, et c'est les plans de communication, le sponsoring, les relations publiques qui forcément en pâtissent au niveau budgétaire. D'accord. Alors, la 23e qui déroule le tapis rouge à Mme Aminata Ouedraogo, ancienne secrétaire générale du ministère. Quel est le cachet que vous souhaitez donner à cette soirée particulière? Non, c'est celui d'une presse résiliente, et je pense que Mme Aminata Ouedraogo Bakayoko en est l'exemple. Je pense que dans un métier aussi prenant et étouffant parfois que le nôtre, elle a su se faire son chemin. Et nous voulons qu'elle soit remise au goût du jeu pour que les acteurs se rendent compte que c'est faisable, c'est possible. Elle a été journaliste, elle a été administratrice au niveau du ministère, au poste de secrétaire général. Elle a assuré différentes fonctions et elle continue aujourd'hui à exister, à accompagner notamment la presse. Donc c'est pour ça que nous avons voulu la mettre en exergue, en évidence. Et puis nous avons le président du CSC qui va être le parrain de cette édition. Et vous savez qu'habituellement, le Grand Prix, c'est le président du FASO qui l'offre. Donc il continue à nous accompagner dans les Galiens. D'accord. Alors, merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Vous allez donc donner rendez-vous au monde de la presse dès demain du côté de Ouaga 2000. Suite de cette édition, le M21 et le cadre d'expression démocratique appellent à plus de responsabilité de la part des acteurs politiques pour les échéances à venir. Ils dénoncent à leur dire des pratiques à même d'entacher la bonne tenue du scrutin. Ils appellent à ce sujet la CENI et la justice à trancher sur les cas de violation constatés de l'article 48 du Code électoral. Les détails de la conférence de presse avec Ismaël Diloma Sirima. D'une même voix, le cadre d'expression démocratique et le mouvement du 21 avril ou M21 s'indignent contre les violations de l'article 48 du Code électoral. Ils disent avoir relevé une dizaine de localités dans lesquelles des électeurs auraient été importés pour s'enrôler sur des listes de villages ou de secteurs qui ne sont pas le leur. Et tenez-vous bien qu'il y a un village de Komsala qu'on appelle Gogo. La population est de 300 habitants et le nombre enrôlé est de 882. La population a dit que personne ne va quitter ailleurs pour venir voter ici. Donc, la violation de l'article 48, ça engage la responsabilité de toute la classe politique. Le M21 et le cadre d'expression démocratique s'inquiètent aussi de l'achat des consciences des électeurs par des hommes politiques. Il faut bien regarder, il faut bien écouter. On vient vous donner de l'argent, vous tendez de l'argent. Prenez, c'est pour vous. Mais vous êtes libre le jour des élections, le jour du vote. C'est vous, votre bulletin et Dieu. Parce que si on vient vous donner 2 000, 5 000, vous prenez, je l'ai dit, si vous allez payer les 5 000 1000 fois. Donc, il faut savoir choisir. Dans les semaines à venir, Marcel Tankwano et Pascal Zaïda promettent faire une sortie pour présenter le candidat idéal pour le Burkina Faso. Le Covid-19, on en reparle et pour ne justement pas baisser la garde, le monde scientifique se remobilise pour mieux comprendre et conjurer la crise dans ses différentes dimensions. À cet effet, un colloque s'est ouvert cet après-midi à l'université Joseph Kizerbo. Sciences sociales, biologie et mathématiques sont sollicités les 22 et 23 octobre pour une capitalisation des résultats de recherche. L'ouverture des travaux, c'est avec Vincent Kendrobego. Un tir groupé sur un virus nommé Covid-19. À l'université Joseph Kizerbo, un forum de 48 heures s'est ouvert.
3 réseaux d'enseignement, à savoir les mathématiques, les sciences médicales et biologiques et les sciences humaines et sociales, sont réunis pour une réflexion croisée sur la pandémie au Burkina Faso. Au nom du chef du gouvernement burkinabé, le ministre de la Recherche scientifique ouvre officiellement les travaux. Ce virus a provoqué non seulement ce qu'on connaît des maladies qui sont d'ordre respiratoire, ce que vous savez, mais surtout une maladie sociale pour nous, qui est le fait de ne pas pouvoir se toucher, le fait de réduire les déplacements, le fait de réduire les regroupements. Donc ça pose un problème. Mais ça, ce n'est pas le travail du médecin, ce n'est pas le travail des spécialistes de la santé de pouvoir en parler. Il y a d'autres spécialistes qui sont ceux-là, des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences juridiques, pourquoi, des sciences politiques, qui peuvent effectivement questionner nos pratiques. Il s'agit pour eux non seulement de voir comment la maladie a été gérée, comment la maladie peut être gérée du point de vue sanitaire, mais surtout comment est-ce que les décisions qui ont été prises par les gouvernants ont pu impacter le vivre ensemble. Réagir à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, tel est le thème abordé à travers 71 communications au programme, avec des débats entre universitaires et experts dans les différentes branches de la science. C'est justement de voir comment la diversité des points de vue de ces sciences-là se traduit dans la façon d'appréhender la pandémie de Covid-19. Et il va en résulter un enrichissement pour chacun des représentants même de ces sciences-là. L'ambition du colloque, c'est d'abord de mettre en confrontation toute cette diversité de points de vue-là. Point de répit dans la lutte contre la maladie qui persiste au Burkina Faso et dans le monde. Toutes les intelligences sont ici associées à cette lutte et les conclusions de leurs travaux vivement attendues par les pouvoirs publics. Cap sur Bagré et l'on réfléchit à comment optimiser la commercialisation du riz de Bagré à l'intérieur du pays. Autrement dit, comment faire du consommant local une réalité pour la filière risicole. Les acteurs s'échinent à trouver une réponse à la préoccupation et le pôle de croissance sert de cadre à la concertation débutée ce 21 octobre. L'ouverture des travaux avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Ils sont des producteurs, des commerçants, des transformateurs du riz et des représentants des structures étatiques ici à cette rencontre à Bagré. Une rencontre qui vise à trouver des mécanismes pour une meilleure commercialisation du riz produit sur la plaine risicole de Bagré afin d'éviter la sortie massive de la production. Il nous est revenu que rien que pour cette campagne agricole de campagne humide, Bagré Pool a vu s'évaporer près de 4000 tonnes de riz paddy vers l'extérieur. Le paradoxe, nous voulons produire 1 million de tonnes pour faire face à nos besoins. Et pendant ce temps, nous laissons sortir 4000 tonnes. Ça interpelle. Et puis le Chanazès avait payé du riz à Bagré sans payer. Donc les gens maintenant ont peur de lui donner encore un deuxième tour sans gagner leur argent. Voilà la raison pour quand les Ghanéens viennent maintenant avec leur cash et les Nigériens viennent avec leur cash, le producteur a besoin de cet argent pour reconduire encore la nouvelle campagne. La rencontre permettra donc à tous les acteurs d'exposer les facteurs qui minent la commercialisation du riz de Bagré et de faire des propositions afin qu'aucun kilogramme de riz produit sur la plaine risicole de Bagré ne soit vendu à l'extérieur. La problématique va être exposée sous toutes ses facettes. Et par la suite, nous allons organiser 3 commissions spécifiques, des commissions thématiques qui vont plancher une journée entière sur des sujets qui ont été prédéfinis et qui vont permettre une large discussion. Les conclusions de la rencontre sont fortement attendues en ce sens qu'elle précède une autre plus grande entre le chef du gouvernement et tous les pôles de croissance au Burkina afin de lever les difficultés et faire de ces pôles un véritable levier de l'économie au Burkina Faso. De l'eau pour la filière risicole, mais de l'eau également pour la santé et le bien-être de l'homme. Et pour y parvenir, il faut faire des infrastructures hydrauliques des réalités, ce à quoi travaille le ministère de l'eau par l'implantation des dites infrastructures dans les villes et villages. Mais force est de constater que par l'effet des mauvaises pratiques culturelles,
Plusieurs ouvrages sont en souffrance, constat fait à l'occasion d'une caravane de presse à laquelle ont pris part Rasman Ezoundi et Christine Koulibaly. Berge du barrage de Komindou. Sous un soleil ardent, tous sont mobilisés pour colmater les brèches de la digue. Cet ouvrage, ils y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Ce barrage est un foyer d'emploi pour plus de 10 000 personnes. Souhaitons que sa réhabilitation puisse être faite pour que ce barrage ne disparaisse pas. En attendant, 23 millions de francs CFA ont été mobilisés par le comité des usagers de l'OCIE pour des travaux sur cette digue. Une goutte d'eau dans la mer quand on sait que l'ensemble des travaux nécessite plus de 700 millions de francs CFA. Autre lieu, même réalité. Nous sommes sur les berges du barrage de Tcherma, toujours dans le Bazéga. Si vous êtes arrivé dans le village, vous voyez que les jeunes ne vont pas dans le site minier, ils ont des manteaux, ils sont en train de construire des maisons, il y a des commerçants. Vraiment, le barrage nous apporte beaucoup de choses. Ici, comme sur la plupart des ouvrages hydrauliques visités par la caravane, la menace est là. Elle a entre autres pour nom érosion et mauvaises pratiques, avec pour conséquence des digues en piteux état et l'ensablement des barrages. Il faut donc agir et vite. Sur le terrain, comité des usagers de l'OCIE, comité locaux de l'eau clé et police de l'eau se donnent la main pour la préservation des ouvrages. C'est notamment la délimitation de la bande de servitude et c'est le reboisement de la bande de servitude et la mise en place d'un comité de surveillance de cette bande de servitude. Nous sensibilisons aussi là où aussi les mauvaises pratiques se font. Un combat qui se mène non sans difficulté, avec souvent de réelles préoccupations posées par les usagers, comme ici à Bidiga. Et Nabachiba et sa population demandent des forages pour poursuivre leurs activités. En attendant, ce producteur joue dans l'anticipation. Il s'est vite retiré de la bande de servitude et même son activité de jardinage avec l'eau de ce forage réalisée à ses propres frais. C'est dire donc que l'espoir est permis. Ici, sur les berges du barrage de Ziga dans le plateau central, toute cette partie, il y a quelques années, était colonisée par des producteurs avec même un hôtel au bord de l'eau, foulant au pied la législation en la matière. Mais à coup de sensibilisation et une bonne dose de répression, les berges sont aujourd'hui libérés. Mais le combat est loin d'être terminé car les récidives ne manquent pas. Il faut donc veiller au crin avec des équipes de patrouille de jour et de nuit, nous confie Hortense Yamiogo de l'agence de l'eau du Nakambe. 3 bus navettes pour fluidifier les déplacements à l'aéroport de Ouagadougou. L'offre est de la compagnie Sisimantour, de quoi renforcer le partenariat entre les deux entités et rehausser le niveau de prestation de l'aéroport. Le témoignage de Issa Kafando et Isiaka Nana. Des bus flambant neufs pour une desserte aéroportière de qualité. Le groupe Sissima renforce ainsi les capacités opérationnelles de l'aéroport international de Ouagadougou en matière de transport de passagers. 3 bus navettes pour améliorer la fluidité du transport. Nous remercions la délégation de la SEGNA de nous avoir fait confiance et on espère que le trafic au Burkina va être exactement ce à quoi on s'attend, de sorte à ce qu'on puisse augmenter au fur et à mesure le nombre de navettes aujourd'hui qui est de 3 mais qui peut rapidement monter à 4-5. Modulation ne sera pas en reste, il est prévu effectivement la mise en place aussi d'une navette à Bobo et avec le projet de hub à Bobo, je pense qu'effectivement les choses vont beaucoup avancer. Ces bus répondent ainsi à un besoin exprimé par les passagers selon le gestionnaire des aéroports du Burkina Faso. Des véhicules de transport qui offrent désormais de meilleures commodités aux usagers. L'aéroport est un lieu stratégique, un lieu de service international, donc nous devons avoir des services équivalents à ce qui se passe dans les pays de la sous-région ou à l'international. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on offre aux usagers de la plateforme des bus qui sont au standard. C'est un service que nous cherchons depuis au niveau de la SEGNA et aujourd'hui nous avons pu en tout cas aboutir à un service très performant au niveau de la navette donc de l'aéroport de Ouagadougou et c'est un grand jour pour nous. La remise de ces bus scelle un partenariat entre le groupe Sissima et le ministère des Transports, un partenariat qui réconforte le ministère dans sa vision, faire de l'aviation civile burkinabé un leader dans la sous-région, selon le ministre Vincent Dabilgo.
La France veut mieux comprendre les conditions de vie des déplacés internes et leur assurer de son soutien. L'ambassadeur français était ce 21 octobre à Kaya pour assister à l'atelier de capitalisation pour assistance aux ménages victimes des attaques. Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. L'ambassadeur de France au Burkina est à Kaya, dans le centre-nord. Son pays a apporté plus de 300 millions de francs CFA pour soutenir les ménages déplacés suite aux nombreuses attaques terroristes. Le diplomate français fait le point des investissements faits à travers la FAO au cours de cet atelier de capitalisation. C'est un exercice très utile que de voir, et surtout avec les bénéficiaires, comment ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Parce qu'on va continuer à soutenir, nous avons l'intention de continuer à soutenir les autorités burkinabées dans le soutien apporté aux personnes déplacées internes. Donc ce qu'on veut, c'est essayer d'être encore plus performants. Les ménages vulnérables ont été formés pour lutter contre la malnutrition et en élevage. Près de 2000 d'entre eux reçoivent des sommes d'argent allant de 35 000 à 50 000 francs CFA par mois. On nous a donné des petits lumineux que nous élevons. Avec cette activité-ci, les vivres finissent. Nous vendons un lumineux pour subvenir à nos besoins et surtout payer la scolarité de nos enfants. Pour l'ambassadeur de France, le combat contre le terrorisme est universel. Il souhaite que le Burkina arrive à bout des attaques. On a un combat commun à mener. Ce combat commun, on le mène sur plusieurs dimensions. D'abord une dimension militaire, avec nos propres forces armées qui interviennent aux côtés des forces armées burkinabées ou de la région du G5 Sahel pour lutter contre les terroristes. Avec l'aspect développement, pour essayer d'aider les populations à avoir un développement endogène qui leur permette de faire face à leurs besoins. Et puis aussi à aider l'État à reconstituer une cohésion sociale qui permette aux gens de vivre ensemble. Au cours de la journée, Luc Alat a offert du matériel de protection contre le Covid-19 aux déplacés. Un don estimé à plus de 21 millions de francs CFA. La communauté cubaine au Burkina célèbre les journées culturelles du pays. Ce 20 octobre, musique et danse ont ponctué la célébration. L'occasion a permis de revisiter l'histoire cubaine et les grands événements de la vie politique depuis 1868. Adama Kiti et Isia Kanana. L'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, artiste chanteuse le temps d'une soirée. Nous sommes à la journée de la culture cubaine, un événement célébré chaque 20 octobre en commémoration de l'un des événements les plus importants de l'île de Cuba. C'est une journée très importante pour le peuple cubain. C'est la première fois qu'on entonnait les notes de l'hymne national cubain en 1868. C'est un hommage pas seulement à la culture cubaine comme ça, mais aux cultures ici qui sont à la base de la formation de la nation cubaine. Spécialement la culture africaine, qui est une partie extrêmement importante de notre culture et de notre histoire. Entre danse, chansons, instruments de musique traditionnelle, monuments, c'est tout un pan de la culture cubaine qui est ici revisité. Occasion également de parcourir l'histoire culturelle du pays de Thomas Sankara et celui de Fidel Castro. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons réactiver les accords de coopération parce qu'elles existent, pour que Cuba nous appuie dans le domaine, par exemple, de la musique, en particulier, où nous avons encore beaucoup de défis, mais aussi dans le domaine du cinéma, mais simplement dans tous les aspects de la culture et des arts. Cette journée culturelle cubaine a été instituée depuis 1980, une journée qui marque l'essence de l'être cubain, selon l'ambassadrice Nadishka Navarro. Et hors de chez nous, le scénario redouté par plusieurs est malheureusement devenu réalité. En Guinée-Conakry, les violences post-électorales interviennent 3 jours après le déroulement du scrutin. 9 personnes ont été tuées dans les heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Des rues jonchées de débris et des barricades en flammes, symbole de violence et d'une tension toujours vive en Guinée après l'élection présidentielle de dimanche. Scrutin dont le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'est déclaré vainqueur, mais c'est la lenteur de communication des résultats qui a entretenu le flou. Pour l'heure, 20 circonscriptions sur 38 ont diffusé leurs résultats partiels largement en faveur du président sortant Alpha Condé.
De quoi pousser Cellou Dalein Diallo a dénoncé une fraude. Ce dernier a appelé ses partisans à poursuivre la lutte et affirme également être retenu à son domicile. Je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Les autorités ont peu après confirmé vaguement cette information. Le ministre de l'Intérieur guinéen n'a pas voulu donner la raison de ce déploiement de forces de sécurité. S'agissant du domicile de M. Cellou Dalein Diallo, c'est pour des raisons de sécurité, de part et d'autre, qu'un dispositif est mis en place et la suite des événements vous en donnera sans doute plus, mais je ne souhaite pas m'étendre sur cette partie-là parce que la situation est suffisamment tendue pour ne pas rajouter des informations qui pourraient exacerber les tensions. Les violences post-électorales auraient fait plusieurs morts dans le pays. Alpha Condé, de son côté, a appelé ses partisans au calme et à la sérénité. À 82 ans, le président guinéen pourrait entamer son 3e mandat. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Dieu voulant.